Vigvam qui a été mentionné, Mathieu Sirou du Le Repère, Noémie Colleux du Murmuret Emploi et Anne-Claire Gestin de Saint-Brieuc Armor Agglomération. Oui, oui, applaudissez vos collègues. On est là en encouragement. C'est un défi, l'économie circulaire dans le bâtiment, donc toute l'énergie qu'on lui apporte. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Je vais aller vous chercher de l'eau aussi. Prenez le temps de vous asseoir. Alors, bonjour Anne-Claire, rebonjour plutôt. Alors, j'ai 3 verres d'eau, zut, vous êtes 4. On va faire ça, comme ça vous ne vous trompez pas. Super. Alors, merci Rémi. Études, déconstruction, on a sur scène une personne de collectivité territoriale, bureau d'études, collectif, organisme de l'ESS, associatif aussi. Je suis ravi d'être avec vous, merci. Je veux bien qu'on commence avec Amandine Cadreau pour parler un petit peu de ce diagnostic PEMD. Après avoir évidemment présenté Vigvam, vous avez quelques slides, je vais vous donner le petit clicker. Ça va faire défiler. Vous voulez que je le fasse? Je peux le faire moi-même. Je vais le faire. Et donc oui, Vigvam, quelle solution vous apportez à l'économie dans le bâtiment? Mais ce petit focus sur le PEMD, c'est produits, équipements, matériaux, déchets. Voilà, je suis très fier de moi. Les acronymes, on les adore en France. Alors, ça c'est une belle image. Je vous en prie, Amandine. Okay. Oui. Donc, bonjour à tous, donc, Amandine Cadreau du cabinet Vigvam. Donc, nous, on est une structure un peu hybride où on accompagne en fait, sur la décarbonation à différentes échelles, depuis l'échelle du matériau jusqu'au territoire, en passant par l'enveloppe complexe, le bâtiment, le quartier. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, on a un pôle qui est dédié à l'économie circulaire et au carbone, dont je fais partie. Et donc, on a des missions d'AMO ou de maîtrise d'œuvre en accompagnement économie circulaire et emploi à travers différents projets. Aujourd'hui, on est depuis 5 ans sur des pratiques opérationnelles auprès de différents types de maîtrise d'ouvrage, donc privés comme publics. Donc, il y a différents projets qui passent derrière sur le diapo. Donc, on est sur des pratiques depuis 5 ans, mais on avait aussi des sujets économie circulaire avant la réglementation, avec notamment nos bureaux, donc qui ne sont pas présentés ici, mais on a notre dirigeante qui est canadienne et donc qui a apporté des approches internationales sur le sujet environnemental large et économie circulaire. Et donc du coup, dès 2015, dans le cadre de la création de nos bureaux, c'était de la rénovation d'un local existant, il y a eu une démarche d'économie circulaire forte qui a été mise en place. Et on a notamment participé dans ce cadre-là à différents tests de l'Alliance AFQE sur le sujet économie circulaire depuis 2019. Donc voilà pour la présentation de l'entreprise. Donc si maintenant je passe sur le diagnostic PEMD, donc comme je disais, on a un pôle économie circulaire où on a des missions où on réalise nous-mêmes des diagnostics PEMD. Donc le PEMD, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est produits, équipements, matériaux, déchets. En fait, le sujet, c'est que c'est devenu réglementaire depuis le 1er juillet 2023. Et donc, en fait, c'est pour les bâtiments de plus de 1000 m² de surface de plancher, quand on va être en déconstruction ou en rénovation significative. Donc, si on intervient sur plus de la moitié de deux grands ensembles, on va dire, donc parmi les lots électricité, cloison intérieure, huisserie extérieure, tout ce qui va être aussi cloison extérieure qui ne participe pas à la résistance du bâtiment, les planchers qui ne déterminent pas la résistance non plus, les équipements sanitaires. Donc si on intervient sur 2 lots, sur plus de la moitié de ces 2 lots, on entre dans le cadre d'obligation du diagnostic PEMD. Donc en fait, on va aller dans les bâtiments, on va faire l'inventaire des matériaux qui vont être déposés, on va les qualifier de façon à obtenir à la fin un inventaire exhaustif de tous les matériaux déposés et de définir quels sont leurs potentiels de réemploi et qu'est-ce qui deviendra du déchet. Et donc dans ce cadre-là, on a un CERFA réglementaire à transmettre en fait à la plateforme CSTB avant le lancement des travaux. Et à la fin des travaux, il y aura le CERFA de récollement pour attester des quantités réellement déposées.
Du coup, les quantités qui ont été aussi réemployées, parce qu'effectivement, on peut faire des scénarios de réemploi quand on est en phase conception diagnostic PEMD. Mais après, il y a la réalité derrière où finalement, pour X raisons, tel matériau ne va pas pouvoir forcément être déposé facilement. Donc finalement, le matériau imaginé en réemploi part en déchets ou inversement. Des matériaux qu'on avait imaginés en déchets initialement qui vont peut-être partir en réemploi. Donc ce certificat de récollement est à transmettre à la fin des travaux. Est-ce que, au cours de votre existence pour Vigvam, ça a beaucoup évolué un petit peu les pratiques dans une dynamique d'économie circulaire? Alors là, on voit que les choses bougent depuis l'entrée en vigueur du PEMD. Il y a eu une phase transitoire, en fait, parce que le PEMD, il a été introduit de base par la loi AGEC. Et finalement, il y avait un premier décret qui indiquait que le PEMD rentrerait en vigueur à partir du 1er janvier 2022. Finalement, les décrets d'application ne sont parus qu'en mars 2023, d'où le décalage. Souvent, ouais. Mais ce qui fait qu'il y a certains maîtres d'ouvrage, en fait, je fais souvent le parallèle avec la démarche plus c'est moins pour l'anticipation de la RE 2020. On a beaucoup de maîtres d'ouvrage, en fait, qui étaient un peu pionniers et qui voulaient expérimenter ce sujet PEMD, donc avec les outils qu'on avait aussi à disposition. Hein. On n'avait pas encore la connaissance du CERFA dans sa forme réglementaire actuelle. Donc il y avait des outils qui s'étaient mis en place sur les plateformes comme Démoclès, donc qui nous permettaient de faire des PEMD qui tiennent la route. Et donc du coup, on avait des pionniers, des maîtres d'ouvrage pionniers qui expérimentaient ce PEMD avant l'entrée en vigueur du PEMD et qui le faisaient de façon volontaire. Et donc du coup, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que ces pionniers, et ben maintenant que le PEMD est rentré en vigueur, ils s'orientent vers le diagnostic ressources dont on a déjà parlé au cours de la table ronde précédente. Mais en fait, le sujet, c'est que le PEMD en lui-même, de notre retour d'expérience, ne suffit pas en fait à mettre en place une démarche d'économie circulaire poussée derrière dans le projet. C'est effectivement ce catalogue de matériaux avec ces fiches où on va vraiment caractériser plus en détail les matériaux. On va aller voir quelles sont les filières auxquelles on peut se raccrocher, quels sont les enjeux qui vont être derrière. Les exemples aussi de qu'est-ce que ça pourrait devenir en termes de réemploi ou de réutilisation. Et effectivement, en dernier recours, aller sur le recyclage poussé pour favoriser le recyclage matière dans le cas où le réemploi n'est pas possible. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que ces maîtres d'ouvrage pionniers sur le PEMD de façon volontaire, maintenant s'orientent de plus en plus sur le ressource, même sur des projets qui ne sont pas soumis à PEMD. En fait, à partir du moment où ils ont une déconstruction ou une rénovation significative, même si on n'est pas sur une surface de plancher qui correspond au seuil, ils nous demandent quand même de faire des diag ressources pour justement réussir à insuffler en fait, ces démarches d'économie circulaire sur leurs projets. D'accord, donc une évolution positive en ce sens-là. Oui. Ouais. Mais du coup, il y avait aussi un autre sujet, c'est que du coup, avec l'entrée en vigueur du PEMD, finalement, ce qu'on a vu aussi, c'est que de plus en plus de personnes, de diagnostiqueurs sont sur le marché, des prestations qui sont du coup de moins en moins chères, de la même façon qu'avec la partie RE 2020, l'ACV et le plus c'est moins. Et en fait, on est sur des fois des niveaux d'expertise qui peuvent parfois un peu baisser. Et des livrables qui sont parfois difficiles à s'approprier par les maîtres d'ouvrage. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai eu un échange avec un futur client qui m'expliquait qu'il avait eu un diagnostic PEMD entre les mains il y a quelques semaines sur un autre projet. Et en fait, il m'a dit j'y comprenais rien dans le diagnostic tel qu'il m'était rendu. Les unités en tonnes, ça ne me parlait pas du tout par rapport à mes sujets. Et donc, je pense qu'il y a le sujet de la qualité et de la pertinence en fait, du livrable pour qu'il soit vraiment appropriable par l'ensemble des acteurs, que ce soit à la fois la maîtrise d'ouvrage, les concepteurs, et aussi après que ça puisse servir aussi pour les entreprises de dépôt sélective qui interviennent sur le projet. Merci Amandine Cadreau. Je veux bien donner la parole à Anne-Claire Gestin pour que Saint-Brieuc Armor Agglomération, que vous parliez un petit peu du programme, notamment que vous avez le programme de territoire économie en ressources sur 3 ans que vous avez remporté. Votre double rôle aussi, maître d'ouvrage surtout, mais aussi en interne, maître d'œuvre. Parce que ça, c'est intéressant d'avoir ces deux-là. Et évidemment, interaction avec des acteurs comme Murmure et Emploi et Le Repère et Vigvam. Donc, comment vous avez un petit peu établi cette stratégie économie circulaire dans le bâtiment? Oui.
Donc, bonjour à tous, Anne-Claire Gestin, chargée de mission analyse de cycle de vie des matériaux à l'agglomération de Saint-Brieuc, au service architecture. Effectivement, on a remporté l'appel à projet de l'ADEME, territoire économe en ressources, pour 3 ans. On arrive à 2 ans et demi de travail et je pense qu'on a quelques slides qui peuvent vous montrer un petit peu cette vision, comment nous, en fait, on aborde le territoire sur cette question, un petit peu avec 2 approches. Donc ça, c'est les missions de mon poste qui sont pour expliquer en fait comment on travaille, d'identifier, d'animer les acteurs de l'éco-conception. Donc quand on parle d'éco-conception, nous on ne parle pas que de réemploi, parce qu'on a des missions aussi sur les matériaux biosourcés, sur aussi comment on peut encourager des filières locales sur les biosourcés. Et puis on a donc des actions de sensibilisation, de formation, comme voilà, c'est aussi pour ça qu'on est partenaire de cet événement aujourd'hui, et d'appui à la création d'une plateforme de matériaux qu'on espère émerger sur notre territoire. Comment une collectivité peut être en appui d'un porteur de projets privés. C'est une question qui n'est pas évidente en fait pour une collectivité. Et après, il y a des questions qui sont, en fait, ça c'est toute une vision un champ plus stratégique. Et après, il y a un champ plus opérationnel. Du coup, donc, vous pouvez rester sur le. Donc, accompagner les projets innovants. Ça, c'est vraiment ce qui se fait au service architecture tous les jours avec les collègues. On a des collègues architectes, des collègues techniciens, économistes aussi désormais. Et on a effectivement un pôle maîtrise d'ouvrage, un pôle maîtrise d'œuvre. Donc on a des projets, des appels à projets qui sont lancés, des concours. Et de l'autre côté, il y a des projets qu'on mène en propre. Voilà. Et à côté de ça, juste pour terminer, on a aussi cette question avec nos collègues des différentes directions, des directions support, mais qui sont super importantes. Marché public, comment on calibre un marché public avec du réemploi, comment on l'adapte. On a travaillé notamment avec une de nos collègues, Mélodie Plantureux, sur un marché de mobilier à partir de matériaux. On a adapté vraiment un appel à projet qui est habituellement destiné pour les fournitures et les voitures qu'on a adaptées pour du mobilier, par exemple, ou aussi comment on travaille avec le service juridique, comment on encadre le don, comment on encadre la vente, quelle responsabilité on a, à quel titre de nos compétences on le fait. Voilà. Et avec les finances, parce que si on fait des recettes, comment on les perçoit, quelles sont les modalités de mise en place. Voilà. Donc on agit sur ces deux leviers-là, un peu stratégiques et opérationnels. Et à la frontière de deux, il y a la création de ces outils-là. Voilà, d'avoir un outil, une plateforme, pour nous, ça nous semble être un outil important. Et ce que je disais avec les autres acteurs juridiques, etc. C'est quoi, dans votre expérience, notamment en arrivant à la fin de ce projet de 3 ans, ce programme, si vous deviez donner, pas nécessairement un conseil, mais qu'est-ce qui, selon vous, est très important pour dupliquer cette démarche dans d'autres territoires qui pourraient s'inspirer du vôtre ? Oui, alors on peut passer sur le deuxième slide, qui va bien illustrer, je pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu une démarche un petit peu... Moi, quand je suis arrivée, il y avait plein de projets qui étaient à plein de phases différentes. Donc, c'est des projets qui sont représentés. Voilà, C'est petit, je me permets. Oui, alors en fait, je vous invite à venir. Il y a des stands tout à l'heure. Il y a la carte qui est imprimée en beaucoup plus grand. Là, c'est pour vous donner un aperçu. Mais sur l'agglomération, aujourd'hui, on a recensé 14 opérations qui ont été lancées, qui n'ont pas été lancées que par la collectivité. Il y a un bailleur social, Terre Armor Habitat, et on encourage d'autres bailleurs sociaux à y aller. Il y a aussi des communes, la ville de Saint-Brieuc notamment. Le service architecture est commun ville de Saint-Brieuc agglomération, mais il y a aussi d'autres collectivités, d'autres communes de la collectivité qui ont envie d'y aller et qui reviennent vers nous. Et c'est le but de ce programme, en fait, de faire du retour d'expérience. Et donc, à quel titre on intervient ? Aujourd'hui, on a essayé de lancer des projets un peu pilotes, de défricher des choses. Et le but, il est bien de faire du retour d'expérience en simplifiant des choses. Et si j'ai un conseil le plus simple à donner, c'est qu'une opération sur laquelle on a travaillé, où je pense qu'il y avait à peu près 0 condition que ça fonctionne, c'est-à-dire qu'on est arrivé, on était en phase chantier, le marché, tout était ficelé, il n'y avait pas de réemploi de prévu, l'entreprise n'était pas retenue pour ça, et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a quand même lancé un diagnostic, et en fait, on s'est rendu compte qu'en interne, à la ville de Saint-Brieuc, et donc je pense que c'est le cas sur beaucoup de communes, par exemple, mais aussi d'autres structures, il y a des gens qui sont super, qui font ça très très bien, ils font de la dépose. Ils font ça, ça a été dit tout à l'heure, en fait, il y a des pratiques qui se font depuis longtemps, qui ne sont pas valorisées comme du réemploi. Ils ont réemployé énormément de choses à un moindre coût, en fait, le coût de la main-d'œuvre de la collectivité, et qui seront remis prochainement, et qui est déjà le cas dans certaines opérations. Voilà, ça c'est la chose, je pense, la plus simple qui peut être faite.
Et après, il y a des projets pilotes pour lesquels on a besoin aussi des AMO. On a besoin de structures qui savent déposer en lien avec des structures plus habituées du chantier, dans des conditions autres, par exemple de l'amiante, du plomb. Voilà. Donc il y a, je pense, de la place aussi pour tout le monde. Merci Anne-Claire Gestin, et vous faites une très facile transition pour que on passe le micro à Noémie Colleux de Murmure Réemploi. Merci d'être là, donc acteur de l'ESS, spécialisé dans le réemploi. Parlez-nous un petit peu de comment vous vous organisez et là où vous vous insérez dans cette chaîne d'économie circulaire dans le bâtiment. Oui, alors, ça marche ? Oui, ouais, on vous entend très bien, ouais. Merci. Je m'entends pour un écho. Donc Murmure Réemploi, on est une jeune structure qui s'est créée fin 2022 et qui est implantée à Rennes et à Nantes. C'est une implantation qu'on a eue dès notre création. Et on s'est spécialisé dans le réemploi des matériaux du bâtiment. Et effectivement, le socle de valeurs sur lequel on a fondé la structure, c'est les valeurs de l'ESS. Travailler sur son territoire, en coopération, chercher les complémentarités avec les autres acteurs et évidemment contribuer à réduire l'empreinte environnementale qu'a notre secteur, le bâtiment, voilà, pour faire autrement. Donc on a deux types d'activités. Là, je représente un peu la partie études, AMO, bureau d'études. Vous aurez tout à l'heure mon collègue François qui vous présentera aussi nos activités en fourniture. Mais donc sur le volet études, on accompagne les projets. On fait nous aussi du diagnostic ressources PEMD très en amont. Et on suit nos projets en étant vraiment impliqués dans la réalisation des actions. Donc on propose des stratégies de réemploi. On cherche quels sont les acteurs qui permettent de mettre en pratique cette stratégie, qui récupère quoi, dans quelles conditions, quel lien on crée aussi entre les différents acteurs impliqués sur le projet, la maîtrise d'œuvre, la maîtrise d'ouvrage, les structures qui vont faire la déconstruction, les repreneurs. Et donc on travaille sur tout type de projets, des projets de déconstruction, des projets de construction neuve aussi qui veulent intégrer des matériaux de réemploi, et évidemment les rénovations. Et donc autant avec du public qu'avec du privé, et ça sur toute la Bretagne et les Pays de la Loire. C'est notre secteur de travail. Et donc effectivement, là où on va nous reprendre le travail suite au diagnostic, comme le disait Amandine, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce diagnostic qui donne un état des lieux, qui peut récupérer quoi, et comment est-ce qu'on fait aussi, Madame Caous de BMH l'a dit tout à l'heure, pour ne déposer que le strict essentiel et qu'on ne se lance pas dans des déconstructions de matériaux qui hypothétiquement seraient repris et qui au final, par les contraintes du chantier, pourraient finir en benne, parce qu'on en a tous entendu parler en fait, de projets qui finissent comme ça, où on dépose des matériaux et finalement c'est pas repris. Donc nous, notre travail, et c'est vraiment là-dessus où on met où on apporte quelque chose d'assez fort, c'est tout notre réseau auquel on peut diffuser tous ces diagnostics ressources. On le diffuse à des acteurs qui sont spécialisés dans la reprise, donc ça peut être certains partenaires comme le Repère ou d'autres ressourceries de matériaux du territoire. On fait le lien aussi avec les acteurs qui travaillent à des échelles plus larges. Je pense à des acteurs tels que Articonex, par exemple, qui a une présence un peu plus élargie, ou un territoire en tout cas un peu plus élargi, qui ont des capacités de reprise aussi sur certains éléments et de rachat. Et on fait aussi parfois le lien avec des structures auxquelles on ne pense pas. Par exemple, ça peut être aller chercher des centres de formation qui travaillent la pierre pour proposer des gisements en marbre ou en pierre agrafée pour lesquels on n'a pas de reprise par les filières du territoire. Donc on essaie de faire ce lien vraiment à se poser cette question de qui pourrait avoir besoin de quoi sur le territoire, les solliciter et obtenir très en amont des retours et déjà que des structures se positionnent sur les gisements et les matériaux qui ont été identifiés dans le diagnostic, de manière à ce qu'après, quand on intègre quand on va plutôt rédiger les marchés pour solliciter les structures de dépôt sélectif, donc soit des structures spécialisées, soit en direct avec des démolisseurs un petit peu plus classiques auxquels on va demander de faire évoluer leurs pratiques, qu'en tout cas les marchés soient très précis dans les objectifs qu'on fixe, les méthodes de dépose que ces entreprises peuvent mettre en place, les critères d'exclusion aussi des matériaux. On veut reprendre, je ne sais pas, par exemple de la charpente bois
quelles sont les sections qu'on veut récupérer, à partir de quel linéaire on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas, parce que c'est un peu le grand sujet du réemploi aussi, cibler et rester sur des choses essentielles et qui vont pouvoir être réemployées demain, et peut-être pas perdre de temps et d'énergie sur des choses pour lesquelles on va mettre trop de temps, ou effectivement on va avoir des repreneurs déçus d'avoir par exemple des poutres fissurées sur toute leur longueur. Enfin, voilà. Donc on essaie d'accompagner ça et d'être très présent dans cette phase de traduction des attentes dans le marché. Et donc, j'ai pas de slide, mais on a été à EMO auprès de BMH justement sur le projet à Lambert qui vous a été montré tout à l'heure. Et ce travail d'être précis en fait dans ce qu'on attend pour que le démolisseur qui a répondu dans le cadre de l'îlot à Lambert, c'était Kerleroux, qui commence à faire du réemploi, mais c'est pas encore sa pratique habituelle. Hein. Les ouvriers sur le chantier, ils sont plutôt habitués à des pratiques de démolition. Donc en fait, il faut être très pédagogue aussi, expliquer, là, cette matière, c'est du réemploi, c'est pour le reposer en l'état. Donc effectivement, ta poutre, si elle est fissurée, ça sort de l'objectif de réemploi, et là, tu réponds pas exactement à ce qu'on a demandé. C'est un travail de terrain aussi, c'est pas juste un travail d'étude ou de mobilisation de réseau, si je peux me permettre. On est d'accord? Oui, tout à fait. Je vous en prie, Anne-Claire. Si je peux me permettre, justement, je trouve que c'est un point super important, parce que parfois on a le diagnostic et on a l'impression qu'en fait tout est arrêté. Enfin, je veux dire, c'est là où vraiment tout commence. Et je pense qu'un bon AMO, c'est aussi un réemploi, c'est aussi un AMO qui a ce goût du terrain, enfin, de connaissance des acteurs, mais aussi un goût d'échanger en fait avec les acteurs de chantier. Et voilà, c'était juste pour rebondir. Est-ce que c'est là où les pratiques, vous arrivez à les faire évoluer le plus sur le terrain, ou c'est des discussions en amont? Et j'avais une autre question, c'est quoi les données qui vous sont le plus utiles? Parce que vous essayez d'éviter, si j'ai bien compris, dépôt de matériaux aussi qui ne vont pas servir, etc. Comment vous analysez tout ça? Ça semble très fin, en fait. Eh ben, effectivement, c'est par l'expérience et le suivi de chantier qu'on apprend et qu'on affine aussi nos conseils. On en parlait ce matin dans la voiture, on se dit il y a encore aujourd'hui un gap entre la théorie, la rédaction des marchés et ce qui va vraiment se passer sur le chantier. Et la présence aux réunions de chantier, les discussions aussi avec l'entreprise, des fois on se dit on a écrit tout un process pour la dépose, on a conseillé d'utiliser des outils. En fait, il ne faut pas prendre ça pour acquis par l'entreprise de déconstruction, et il faut parler de tout en fait. Concrètement, quelle méthode toi tu veux mettre en place? Est-ce que tu as quelque chose de plus efficace ou à proposer? Est-ce qu'il y a des contraintes que nous, on n'a pas pris en compte quand on a rédigé ces propositions de méthode de dépose? Et c'est ça qui nous fait nous enrichir et aussi affiner nos prescriptions et nos préconisations pour la suite. Très bien. Et vous travaillez avec le repère notamment. Peut-être que vous n'aviez pas fini, vous vouliez encore Oui, on a donc peut-être pour faire une m'accompagner dans la transition. Pour faire une transition, effectivement, donc dans les projets pour lesquels on veut mettre en place de la dépose sélective, il y a le cas comme sur le projet de Brest Métropole Habitat et l'îlot à Lambert, sur lesquels on décide de fonctionner avec les acteurs traditionnels de la déconstruction. Donc là, il y a un vrai suivi, une montée en compétences et une présence forte de l'AMO à avoir sur tout ce suivi de chantier. Ou sinon, il y a possibilité aussi de travailler avec des structures qui sont spécialisées dans la dépose pour réemploi. Donc ça peut être des structures comme le repère, et nous on l'a fait aussi avec Adaléa. D'ailleurs on a un temps exploratoire cet après-midi sur la clinique de la gare où on pourra vous le présenter, où là quand on confie ces objectifs de réemploi et nos attentes à des acteurs comme ceux-là qui en ont fait leur spécialité, et ben ça va plus vite et c'est plus simple. Du coup, plus vite et plus simple. Ouais, je te passe la parole. Et donc une coopération essentielle. Merci Mathieu Sirou d'être avec nous pour parler de ce que fait le repère et comment vous insérez de votre vision de l'économie circulaire dans le bâtiment. Structure associative, on est d'accord, le repère, qui crée en quoi, en quand? Créé en 2016, qui a ouvert les portes de sa recyclerie de matériaux en 2020. Bonjour à tout le monde, merci. Je vais présenter le repère en quelques mots, dont je suis le coordinateur et le cofondateur. Donc l'association porte une recyclerie de matériaux et des ateliers partagés bois et métal.
Nos activités sont centrées sur le réemploi de matériaux à travers de la collecte, de la dépose, de la préparation réemploi, de la vente, quelques autres prestations, un peu de fabrication également sur des petites séries. Je ne sais pas si on m'entend bien, je m'entends en écho. Mais On vous entend parfaitement. Ok. C'est parfait. Et je voulais parler en particulier, dans la lignée de ce qui vient de se dire, des spécificités d'un chantier de dépose préservante, de ce qui va impacter. Je n'ai pas envie de rentrer dans le débat. La question qui risque d'arriver après, qui est déjà arrivée avant, combien ça coûte plus cher, parce que ça dépend. Donc déjà, c'était exposé, parce qu'on a pas mal d'acteurs du bâtiment, de la commande publique ou privée, sur les spécificités qui vont impacter le chiffrage d'un chantier de dépose. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de chiffrage, mais sur un chantier en bâtiment classique, on a les matériaux, la main-d'œuvre, les frais de chantier, plus la gestion des déchets qui est plus ou moins apparente, plus ou moins visible dans le devis. En dépose, le fait que chaque chantier soit différent va avoir d'autant plus d'impact. Parce que le fait de chercher à préserver le matériau, ça va jouer à la dépose sur du travail plus manuel, moins mécanisé, qui se fait plus en équipe. On va avoir besoin parfois aussi de documenter au moment de la dépose le matériau pour pouvoir le reposer plus tard. On va avoir également, ça va jouer sur la manutention, qui va nécessiter plus de temps. Il va falloir compter les temps de trajet jusqu'au lieu de stockage. Un travail qui va se faire en binôme, le fait de préserver le matériau. On n'est pas là à le ramasser par terre à la mini-pelle après, quoi. Ouais. Donc il faut penser cette étape-là aussi. Donc je parlais du stockage. Là, ça nécessitait pas mal de temps aussi également et d'espace. Bon, quel espace on va avoir besoin, comment on le protège cet espace-là, le temps du chantier pour stocker tous ces matériaux-là. Donc ce qui nécessite de penser au colisage, aussi l'étape d'après. Combien de palettes il va nous falloir, quelles palettes, comment on les range, comment on pense les circulations entre, quand est-ce qu'elles vont partir pour laisser de la place aux nouvelles. Voilà, c'est pas mal de questions logistiques qui se posent un an avant que le chantier commence, quoi. Oui. Moi, je suis néophyte, mais moi ça me semble difficile de faire tout ça, mais c'est un peu votre spécialité. Oui, j'adore ça. Mais cette conception, on est dans l'éco-conception et de la conception logistique, vraiment en amont en fait. Oui. Mais après, c'est général à plein de missions d'autres métiers du bâtiment aussi. Le type qui vient couler une tour en béton, il a intérêt à se poser toutes ces questions-là. Sinon, ça ne va jamais tenir. Bref, je m'éloigne du sujet. Non, j'apprécie l'humilité en tout cas, mais sur le colisage, donc l'étape suivante, pareil, il va falloir penser aussi en amont tout le reconditionnement pour protéger le matériau durant le transport. Quel transport on va utiliser avant la question suivante, où vont aller les matériaux ensuite, quels sont les exutoires. Donc, bref, on a toutes ces choses-là à penser en plus par rapport à un chantier classique, plus les spécificités du chantier, les contraintes de site, en termes d'espace de stockage, par exemple, d'accès, le nombre d'étages du bâtiment, qui vont impacter le temps nécessaire pour chiffrer, pour préparer le chantier. Donc là, le message que je voulais envoyer aux maîtrises d'ouvrage, aux autres acteurs du bâtiment, notamment les démolisseurs, avec qui on travaille souvent en co-traitance ou en sous-traitance sur ces chantiers-là, c'est que voilà, ça nous demande beaucoup de temps à préparer tout ça. On n'a pas des abacs avec tout déjà prêt parce que chaque chantier a ses spécificités. Donc, on vous invite à nous solliciter le plus en amont possible. Je pense ce qu'a dit Noémie aussi tout à l'heure sur le diagnostic, c'est pareil. Plus on est en amont, au mieux on peut faire le travail et au mieux on peut assurer le réemploi. D'autant plus que la réponse, le délai de réponse à un marché public, pour nous c'est très contraignant. Surtout dans un secteur émergent comme le réemploi de matériaux. Dans notre secteur, on a des équipes qui s'agrandissent progressivement, mais on n'a pas encore au stade où on peut distinguer des chargés d'affaires, des conducteurs de travaux, des chefs de chantier. On est tous obligés d'avoir plusieurs casquettes, quoi. Oui. D'ailleurs, c'est quoi les délais pour répondre à des marchés publics? Vous avez mentionné que c'est contraignant. Généralement, c'est 2 mois. Il y a une procédure de marché d'appel d'offres, il me semble. Oui. C'est bien ça? Ça dépend Oui, ça dépend du montant. Ça dépend du du marché. Souvent, les marchés sur lesquels on se retrouve à répondre, c'est souvent ça, quoi. Mais non, je vous en prie, Anne-Claire. Du coup, côté collectif, maîtrise d'ouvrage collectivité, c'est pas évident en fait parce qu'on a eu ces sujets-là de calibrer en fait le temps de réponse, le temps. Enfin, je pense au Friche Guader, par exemple, on avait testé 2 lots réemploi, un lot dépôt sélectif par une structure d'insertion sur des petits éléments,
toilette qui a un vrai savoir-faire de finesse, et une dépose qui nécessitait des moyens de levage pour des charpentes, des bardages, que des structures ESS ne souhaitent pas en fait faire. Et c'est une vraie difficulté en fait de calibrer la durée que ça peut prendre pour vos structures, et qu'on souhaite en fait intégrer. Et quand on dit de vous intégrer le plus en amont possible, en fait, il y a des choses où on ne peut pas. Enfin, on peut faire toute une démarche de sourcing, et ce qu'on fait et ce qu'on a fait, de connaître en fait comment vous travaillez. Mais une fois qu'il y a un marché public, on ne peut pas en fait vous dire bon bah alors du coup on fait quoi pour que vous voilà, c'est dans les deux sens, mais c'est intéressant. Non, on est bien d'accord. Alors, c'est pas le but d'être pistonné, et c'est pas ça du tout, quoi. Mais Si, c'est le but de Rencontre Bâtilab, c'est que ici vous êtes tous privilégiés maintenant dans toutes les sélections des marchés, etc. non, mais savoir que voilà, dans un an, il va y Dernière avoir fois un que je sujet suis sur la demandé de faire cette fluidataire, on va animation. vouloir aller sur du réemploi, on ne sait pas encore comment. Préparez-vous. On fait une réunion préparatoire pour les grandes lignes du projet. C'est des choses qui, dans les agendas, les acteurs, on va pouvoir faire rentrer aussi, quoi. Et apprendre les éléments qu'il y a besoin d'apprendre avant pour être prêt quand le marché arrive, qu'il faut bosser le sujet à fond. Peut-être juste une ou deux phrases et après on va aller à la salle. Je ne sais pas pour vous Ouais, contraindre, pardon, hein, j'ai traîné. non, vous n'avez pas traîné. Je voulais appuyer aussi, dans l'intérêt du réemploi, sur l'intensité sociale de la dépose préservante, où préserver plutôt que démolir, ça augmente considérablement le sens de la mission. Donc pour un ouvrier, une ouvrière ou un compagnon, peu importe, savoir ce qu'il ou elle fait a un sens et a un but qu'il dépasse, ça investit la personne, ça la responsabilise. Il est là pour sauver quelque chose. Oui. Et peu importe le parcours précédent de la personne, savoir que ce qu'on fait a un sens, ça nous fait grandir. C'est valable également pour la maîtrise d'ouvrage. Je pense que toutes les maîtrises d'ouvrage qui ont expérimenté le réemploi, ça leur fait chaud au cœur d'être allé là-dedans. Je ne vais pas reprendre du coup la palette de compétences qui peut se faire. Ça peut venir peut-être dans les questions, l'importance du diagnostic. Ça a déjà été dit. Du coup, on peut laisser sur les questions à la salle. Si une petite chose quand même qu'il faut ajouter. Cette question, on grandit, c'est un secteur émergent. C'est que la force, autant dans l'ESS en général que dans le remploi de matériaux en particulier, ça réside dans notre capacité à coopérer entre acteurs. Personne, individuellement, aucune structure ne peut faire toute la palette de compétences qu'on a un peu brossées à travers les différents intervenants. Mais on a une faculté très facile à s'associer, à coopérer pour répondre au marché et aux attentes des maîtrises d'ouvrage. Et des choses qu'on essaie de structurer à travers, notamment nous, Repère, avec d'autres acteurs du Nord Finistère, à un groupement d'acteurs. Peut-être qu'il va s'appeler Garmat, un groupement d'acteurs du remploi de matériaux sur le Nord Finistère. Et à travers nos discussions au sein du réseau régional, animé par la CRES, qui prendra peut-être la forme d'un groupement d'acteurs un jour, à moyen terme, peut-être pas, mais en tout cas, qui nous fait tous progresser ensemble, qui facilite l'interconnaissance des réponses en commun à des marchés, des groupes de travail pour affiner nos pratiques. Donc voilà, c'est ça notre force qui nous permet de répondre aux demandes. Alors qu'on est des petites structures dans lesquelles il n'y en a pas une d'entre nous qui a 10 salariés en dehors des structures d'insertion. Merci Mathieu Sirou et merci pour la clarté de tous vos messages d'ailleurs. On a quelques minutes pour une ou deux questions de la salle. Je vois tout en haut à droite. Merci beaucoup. Et le temps que ça arrive, parce que je vois Franck monsieur. qui sourit, c'est qu'il y a également des formations là-dessus proposées par Noria, c'est important, que ce soit la formation pour coordonner un chantier de dépôt sélective et des formations de réaliser un chantier de dépôt sélectif, donc là au niveau opérateur. Je vous laisserai regarder sur le site de Noria ou s'adresser à France là-bas. Oui, monsieur. Oui, bonjour à tous. Alors moi j'avais deux questions, une pour Amandine Cadreau de Wigwam. Donc concernant le diagnostic, vous avez un peu alerté que désormais il pouvait y avoir des diagnostics d'une valeur un peu compliquée à comprendre, notamment un client à cause des volumes en tonnes. Est-ce que ça veut dire que c'est plus net en mètres cubes, ou si vous avez d'autres exemples par rapport à ça? Et une autre question pour Anne-Claire Gestin. Donc, il y avait 14 projets qu'on a vus sur Saint-Brieuc Agglo. Et je voulais savoir si c'était possible de savoir plus concrètement qui fait les diagnostics et qui fait la dépose. Quels sont les acteurs, en fait? Merci beaucoup. Et devant, allez-y.
Bonjour, Pierre-Marie Assimon de l'ADEME. Merci beaucoup pour vos présentations. Moi, j'ai une petite question qui va peut-être dans la continuité de votre dernier mot sur les compétences et les savoir-faire à tous les niveaux, depuis les acteurs maîtrise d'ouvrage, les études et les employés. Comment vous sentez aujourd'hui au niveau de la formation initiale cette montée progressive en charge? Est-ce que vous sentez que ça arrive ou pas encore du tout et on en est loin? Et comment on pourrait faire pour accélérer? Merci. Ça, je suppose que ça peut être pour tout le monde. Un peu pour tout le monde, oui. Oui, très bien. Parce que je vous propose, c'est que Amandine Cadreau, vous prenez la parole en premier, puis Anne-Claire Gestin, et puis tout le monde. Mais vous pouvez intégrer la dernière question dans votre réponse là aussi. Ça marche. Du coup, sur le sujet du diagnostic, je pense que le sujet, c'est vraiment l'unité qui parle et ça va être l'unité, ça va être le mètre carré, ça va vraiment dépendre des matériaux. En fait, c'est pour se dire après comment je peux en faire quelque chose, comment mon matériau, je sais que j'ai telle quantité dans l'unité qui me parle. Donc si c'est des portes, c'est combien j'ai d'unités et dans telle dimension. C'est pas, une masse pour les portes va pas parler. Alors les portes, ça peut être un sujet où le réemploi peut être compliqué si on n'a pas les cadres, mais c'est vraiment de se dire le maître d'ouvrage, il veut l'unité parlante. Donc je pense qu'il y a un lien aussi à faire avec le sujet carbone où en fait on a les unités fonctionnelles qui sont plutôt parlantes aussi et pour le caractériser chaque typologie de matériaux. Mais c'est vraiment, oui, se dire la masse, aujourd'hui, ça ne me permet pas de faciliter ma démarche d'économie circulaire derrière, parce que ça ne me dit pas l'ampleur de mon gisement, en fait. Si je donne une masse de matériaux à n'importe qui ici, on ne saura pas dire combien d'unités précisément ça représente. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, mais du coup, c'est vraiment comme ça qu'on le voit. Et là, la tonne, c'est ce qu'il m'a dit, la tonne, moi, ça ne me parle absolument pas. Et c'est un vrai enjeu en fait aujourd'hui dans la logique de ressources en fait, voir le matériau comme une ressource et non pas comme un déchet. Et est-ce que vous voulez dire un mot sur monter un charte de formation initiale ou on laisse Je vais peut-être réfléchir un peu. Très bien. Anne-Claire Gestin. Donc de toute façon, je vais vous imposer 3-4 phrases maximum, donc je ne veux pas. Okay. De manière très injuste, j'en conviens. Donc, merci pour la question. Du coup, on peut peut-être revenir sur la cartographie pour y répondre. Les 14 projets, oui. Donc, il y en a plusieurs qui ont déjà été réalisés. Dans les AMO qui ont travaillé sur le territoire, il y a Cycle Up qui a travaillé, il y a Bâti Récup, il y a Murmurer Emploi. Je crois que j'oublie personne en AMO. Ils sont tous cités en fait sur la cartographie. Je vous invite à venir, à chaque fois ils sont cités. Sur les architectes qui ont travaillé sur les sujets de réemploi, on a Saba Architecte qui a été évoqué tout à l'heure pour la base low-tech. On a également Nunc Architecte qui fait un retour d'expérience tout à l'heure sur le projet Totem. Sur les maîtrises d'ouvrage qui travaillent sur le projet, sur le sujet du réemploi, donc comme j'ai dit, il y a l'agglomération, il y a la ville de Saint-Brieuc, il y a l'EPF, établissement public foncier, il y a Terre d'Armor Habitat, la base low-tech qu'on a citée tout à l'heure, et il y a d'autres communes qui se lancent, il y a notamment Ploufragan et d'ailleurs qui est là, qui s'y intéresse. Il y a la commune de Quintin qui a un vrai sujet, et je fais passer un message sur du béton concassé qui a 10 000 tonnes, et aujourd'hui qui est disponible à la vente. Voilà. 10 000 tonnes, c'est combien d'unités? Ça fait beaucoup. Voilà. Et donc, et en termes de dépose aussi sur les acteurs, on a 2 structures ESS sur le territoire. On a Adalia qui a fait de la dépose et notamment sur les anciennes cliniques de la gare avec Murmurer Emploi. Donc, il y aura un temps exploratoire tout à l'heure. Et il y a également Retrilogue qui fait de la dépose sélective sur notre territoire. Aussi, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que, comme je disais, on a exploré le sujet de l'eau. Donc, il y a des structures ESS qui se positionnent et on en est ravis. Il y a aussi, et je pense que c'est une bonne nouvelle, des entreprises qui habituellement ne font pas de réemploi, qui sont plutôt des entreprises de démolition, qui commencent à s'intéresser à ce sujet, et notamment sur les friches guadères. On a eu l'entreprise SNT et l'entreprise MG Batim pour les sujets notamment de charpente, de bardage. Voilà un peu l'écosystème local. Et sinon, j'en profite aussi pour faire un petit lien, parce qu'on a un collègue qui est sur un stand tout à l'heure, et justement qui est là pour parler de la clause d'insertion. Qu'est-ce que c'est ? Qui est là parce qu'on fait parfois des marchés réservés pour des structures SS, comme on a essayé de le faire pour les friches guadères. Voilà. Et qui a aussi des heures d'insertion. Et donc, comment on fait le lien entre les structures plus classiques et les structures
ESS. Voilà. Donc c'est aussi le réemploi est aussi un support en fait d'insertion et comment voilà on supprime un peu cette frontière là. Qui entre vous deux souhaite répondre à la question formation initiale en 2 mots? J'aurais du mal à en parler beaucoup plus précisément, mais peut-être que Franz Dagneau voudra prendre le micro et lui saura faire ça en 4 phrases. On va l'harceler lors de la pause café alors. Je peux réagir par rapport aux questions d'unité et compagnie. Oui, je vous en prie, oui. Oui, ça c'est très fatigant. Mais on va faire très très court juste parce que sinon on n'aura pas de pause. Le problème sur l'unité, c'est cette question de tonnes, où le réemploi, on nous condamne à entrer dans cette logique de tonnes qui nous fait toujours passer on passera toujours pour des rigolos auprès du recyclage, parce que c'est très petit. On voit bien les objectifs au niveau national sont très petits, mais il va falloir à un moment trouver une autre manière de compter le réemploi, parce que si on raisonne en termes de qualité, la qualité restaurée, on parle de valeur ajoutée, mais on peut parler de valeur restaurée pour le réemploi. Là, ça n'a rien à voir avec le recyclage. Le réemploi prend tout son sens. Donc peut-être que le CSTB, d'autres acteurs pourraient bosser là-dessus, mais il y a un enjeu énorme à changer le regard sur le réemploi à travers changer l'unité avec laquelle on l'utilise. Très bien. Moi, je propose que vous ayez le mot de la fin alors, Noémie. Oui. Oui, merci. Peut-être pour répondre à la question. Personne ne l'a fait. Elle va être Donc effectivement, sur la formation, comme ça a été dit, on a besoin de tout un ensemble de métiers. Aujourd'hui, les structures qui sont spécialisées dans le réemploi, on remarque que c'est la polyvalence. En fait, on n'a pas la capacité à recruter une personne vraiment spécialisée qu'en dépôt sélective ou qu'en coordination de chantier. Aujourd'hui, il faut être polyvalent. Et lié aux formations, nous, chez Murmure, on est encore étonnés de recevoir des étudiants qui cherchent des stages de fin d'études, qui sortent de l'INSA, du génie civil, et en fait, dont on ne leur a pas parlé d'économie circulaire. Le réemploi, c'est qu'une toute petite partie de l'économie circulaire. On a eu les 7 dynamiques. Donc c'est vraiment en fait une philosophie presque et une manière d'appréhender les questions et les enjeux de notre secteur qui doit être intégrée dans ces parcours de formation et pas seulement qu'avec un module économie circulaire, même si c'est un levier et une première étape. C'est vraiment un changement de philosophie qu'on a besoin. Merci Noémie Collet, je vais vous empêcher, on est chez vous. Non, si je peux juste compléter, parce que là tu as parlé plus des professionnels, je rétropédale un tout petit peu. Aujourd'hui, et je pense qu'on est très content de ça, on a des établissements, des lycées et qui sont présents aujourd'hui du territoire. On a aussi le CFA de Plérin, donc le centre de formation des apprentis par exemple, qui a fait toute une semaine du chef-d'œuvre. Donc c'est une semaine en fait où ils se mettent en mode projet pendant une semaine, que ça soit les carreleurs, le staff gros œuvres, et ils ont travaillé sur des projets d'économie circulaire et de réemploi, par exemple. Ça a été fait cette année. Et aujourd'hui, on a dans la salle le lycée Jean Monnet et aussi le lycée Fraissinet. Donc on espère qu'il y aura des émules, et voilà, en termes de réponse formation initiale.